Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Adèle Vendrette, bonsoir Brigitte Giraud. Pas bonsoir d'ailleurs, c'est bonjour, c'est encore l'après-midi. Bonjour Raphaël Sodinos. Nous nous rencontrons pour un dialogue sur le thème de vivre avec le chagrin de la perte, vivre avec le chagrin de la disparition, vivre avec le souvenir. Raphaël, vous allez peut-être, pour commencer, je commence volontiers, comme ça on rentre directement dans un texte. C'est quand même le but de ce salon. Je vais commencer par 5 minutes, les 5 premières minutes du livre de Brigitte Giraud, Vivre vite. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison. Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu. À cause de l'accident. À cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne, sur un boulevard de la ville. Inspiré par Lou Reed, peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune », des choses comme ça, dans le livre que Claude lisait alors, que j'ai retrouvé posé sur le parquet au pied du lit. Et que j'ai commencé à feuilleter la nuit qui a suivi. Jouer au méchant, tout salopé. J'ai vendu mon âme, et peut-être la sienne. Le promoteur a déjà acheté plusieurs parcelles, dont celle du voisin, sur laquelle il projette de construire un immeuble qui viendra dominer le jardin, qui viendra plonger sur mon intimité du haut de ses 4 étages, et aussi masquer le soleil. C'en est fini du silence et de la lumière. La nature qui m'entoure se changera en béton, et le paysage disparaîtra. De l'autre côté, il est prévu que le chemin devienne une route qui empiétera chez moi pour favoriser l'accès au quartier à vocation désormais résidentielle. Le chant des oiseaux sera recouvert par des bruits de moteur. Des bulldozers viendront raser ce qui était encore vivant. Quand nous avons acheté, Claude et moi, cette année 1999, où les francs se convertissaient en euros et où le moindre calcul nous obligeait à une règle de 3 infantilisante, le plan d'occupation des sols, ou POS, indiquait que nous étions en zone verte, autrement dit que le secteur n'était pas constructible. Le propriétaire de la maison voisine nous informait qu'il était interdit de couper un arbre sous peine de devoir le remplacer. Chaque once de nature était sacrée. C'est pour cela que ce lieu nous avait séduits. On pourrait y vivre caché, à la lisière de la ville. Il y avait un cerisier devant les fenêtres, un érable qu'une tempête a déraciné l'année où je suis retournée en Algérie, et un cèdre de l'Atlas, dont j'ai appris récemment que la résine était utilisée pour embaumer les momies. D'autres arbres ont été plantés par moi ou ont poussé seuls, comme le figuier qui s'est invité contre le mur du fond. Chacun raconte une histoire. Mais Claude n'a rien vu de cela. Il a juste eu le temps de visiter, en poussant des sifflements d'enthousiasme, de constater l'ampleur des travaux à envisager et de repérer l'endroit où il pourrait garer sa moto. Il a eu le temps de mesurer les surfaces, de se projeter dans l'espace en dessinant quelques gestes dans les airs, de signer chez le notaire, d'ironiser dans le bureau du Crédit Mutuel au moment de répartir le pourcentage de l'assurance du prêt sur nos 2 têtes. Les lieux avaient un fort potentiel, comme on dit dans le jargon immobilier. Cette affaire de rénovation nous électrisait. On pourrait écouter la musique fort, sans gêner ce voisin
qui comptait les arbres et dont le vaste terrain s'étendait derrière une haie naturelle. On pourrait poser nos valises pour une vie entière et faire des plans sur la comète à gogo. J'ai emménagé seule avec notre fils au cœur d'un enchaînement chronologique assez brutal. Signature de l'acte de vente, accident, déménagement, obsèques. L'accélération la plus folle de mon existence. L'impression d'un tour de grand 8, cheveux au vent, avec la nacelle qui se détache. J'écris depuis ce décor lointain où j'ai atterri et d'où je perçois le monde comme un film un peu flou qui a longtemps été tourné sans moi. Merci Raphaël. Ces deux livres sont magnifiques. On trouve rarement les mots pour dire quoi que ce soit face à la mort. Et les deux autrices qui sont là ont couché des centaines de mots sur la feuille, sur l'écran, sur le clavier, pour dire la déflagration, pour dire le chagrin, pour dire la vie qui s'accroche aussi. Et ça, je crois que c'est important de le signaler. Ces deux livres sont pleins de vie, en fait. Ils vous vrombissent de vie. Vraiment, il y a beaucoup de musique aussi dans les deux livres. Il y a une bande-son qui va avec ces livres. Chez Adèle Van Rett, c'est Keith Jarrett, les Beatles, on en reparlera. Et chez Brigitte Giraud, c'est punk, rock et Iggy Pop aussi. Laissez-moi vous présenter, même si vous avez une notoriété quand même bien assise maintenant. Brigitte Giraud, c'est votre 14e roman. Et vous avez... Bravo. Et vous êtes la 13e femme à avoir été récompensée du prix Goncourt en novembre 2022. Votre livre est construit sur le mode qu'on appelle l'Uchronie, sur le mode de « et si ». Et en fait, vous écrivez l'histoire telle qu'elle aurait pu se passer. Vous tentez de réécrire l'histoire qui aurait peut-être abouti à la survie de votre compagnon, votre mari, Claude, qui s'est tué dans un accident de moto en 1999. Adèle Van Rett, vous êtes philosophe, vous êtes directrice de France Inter. Et Inconsolable est un roman absolument magnifique. Je ne sais pas si c'est un roman ou un récit. Moi non plus. Voilà. Vous y racontez avec un langage qui est au cœur de l'émotion, mais qui est également très, très contrôlé. Le récit de la mort de votre père, de sa maladie et puis sa mort, et ce qui rend tout cela très, très vertigineux, c'est que au moment où votre père est malade et va décéder, vous êtes enceinte. Voilà, ce sont vraiment deux très beaux livres, très différents, qui se situent dans une temporalité très différente également. Brigitte Giraud, comment on trouve les mots pour dire l'indicible, en fait, l'indicible, la brutalité de la disparition? Bonjour. En fait, j'avais d'abord écrit un premier petit récit en 2001, c'est-à-dire 2 ans après l'accident, qui s'appelle À présent, qui était vraiment un récit très bref de la sidération, de la déflagration, de la brutalité de cette chose qui faisait éruption dans mon existence. Et ce livre-là, À présent, était vraiment un livre qui surgissait et qui tentait de trouver les mots. Celui-ci, écrit 20 ans après l'accident, c'était un tout autre projet en fait. Quand j'ai publié À présent, je savais que le livre qui concernait
la mort de mon compagnon qui concernait l'accident et cet enchaînement de faits totalement surréaliste, puisqu'il s'agit de cela, je savais que ce livre-là, je ne l'avais pas écrit, je savais qu'il me faudrait du temps. C'était un livre qui me faisait peur, c'était un livre que j'avais peur de rater, j'avais peur de passer à côté, j'avais peur de le rater dans tous les sens du terme. Et donc il m'a fallu tout ce temps pour réussir, non pas tant à trouver les mots cette fois-là, mais pour trouver la construction, pour trouver l'énergie, pour trouver la façon d'entrer dans, il est question d'une maison, mais de trouver la clé pour entrer dans le récit. Et si ce roman autobiographique met en place 23 petits chapitres qui commencent tous par si, sauf le début qui a été lu, qui est un préalable à ces 23 petits chapitres. Si j'ai commencé à écrire ces chapitres avec des si, c'est que je savais, j'ai su tout de suite, que les jours, les semaines et les mois qui ont précédé l'accident, rien ne s'était passé comme prévu. C'est bien ça qui m'a fait écrire et qui a fait que j'ai essayé de trouver du sens là où il n'y en avait pas. Un accident, c'est quelque chose qui arrive par hasard dans votre quotidien. C'est vraiment ce lien, ce mot hasard. Et je savais, juste pour finir avec ça, que les jours et les semaines qui ont précédé, il y avait eu des signes étranges, il y avait eu des coïncidences suspectes, il y avait eu tout un tas de hasards qui n'en étaient pas vraiment, et qui nécessitait que je réinterroge la réalité, que je mène une vaste enquête pour essayer de regarder vraiment dans le détail, jour après jour et quasiment heure après heure, comment cet enchaînement étrange de choses, comment le cours des choses est allé jusqu'à générer cet accident qui, a priori, avait tout pour ne pas avoir lieu. Avec une tentation d'arrêter cela. Dans le livre, à un moment, vous dites « j'hésite à faire passer ce feu au vert » ou « j'hésite à garder ce feu au rouge » parce que après, c'est la catastrophe. Mais bien sûr, j'essaye. En fait, ce livre est une tentative de mettre du sens là où il n'y en a pas. C'est une tentative d'expliquer ce qui est inexplicable, de comprendre l'incompréhensible et puis de supporter l'insupportable. Mais je me rends bien compte, évidemment, que l'écriture est impuissante. C'est aussi ce qu'on trouve dans le livre d'Adèle Van Rett, c'est que l'écriture ne va pas changer la réalité. Pour autant, elle va changer mon regard de cette réalité. Et je vais essayer de faire en sorte de ne rien laisser qui ne soit pas passé au crible de chacune des actions qui vont se faire à la suite les unes des autres. Et la première action extrêmement importante, c'est ce rapport à cette maison, parce que cette maison, dans laquelle j'ai emménagé 3 jours après l'accident, cette maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident par ce qu'on appelle un effet domino, par une mécanique tout à fait étrange, que va essayer d'approcher le livre. Merci Brigitte. Peut-être justement sur la question de la littérature et l'écriture qui ne règle rien et peut-être qui ne donne pas plus de sens à la mort. C'est exactement ce sur quoi, Adèle Van Rett, vous commencez votre livre. Est-ce que, Raphaël, vous voulez bien lire un extrait qui est le début du livre d'ailleurs? J'entre ici en perdante. Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis qu'elle ne console pas. Pourquoi écrire alors? Plus envie de lire, plus envie de rien. Mais les mots restent, ils dansent, ils percutent. Et quand je cloue le bon mot au réel, parfois, je jouis. Le goût des mots. Quand ils s'effacent, je suis molle. Je n'ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature, ni sur l'utilité de la philosophie. Je ne revendique rien. Je suis seule.
et tout a déjà été dit. J'écris ces lignes en allaitant. La tête de mon fils se trouve dans le creux de mon coude, pendant que mes doigts pianotent sur les touches de l'ordinateur. Sa bouche prend mon sein. Son ventre est contre le mien, perpendiculaire. Nous formons une croix. Hiver. Je t'ai dit au revoir, mon papa. Je t'ai pris dans mes bras. Tu venais de te réveiller et moi j'allais partir. Je me suis allongée à côté de toi et j'ai mis ma tête sur ton épaule et mon bras autour du tien. Tes mains, pour une fois, étaient chaudes. Seule ta tête émergeait de la couette, tes cheveux hirsutes et ta petite tête de réveil. J'ai bien dormi, m'as-tu dit en souriant. Au pied du lit, la valise vide qui attendait d'être remplie pour ton séjour à l'hôpital. Je dis séjour, comme si c'était des vacances. C'est un départ. Tu quittes la maison. Tu n'y reviendras plus. Ton cœur bat tranquillement. Je le sens contre ma joue. Je te demande si tu as peur ou si tu es inquiet. Tu me dis que tu t'en fiches complètement en secouant la tête, comme pour dire que c'est vraiment le cadet de tes soucis, à la maison ou à l'hôpital, quelle différence. Ils vont bien s'occuper de toi là-bas. Dès que tu auras besoin de quelque chose, on te viendra en aide. Et dès que les visites seront autorisées, je viendrai te faire un bisou. Tu dis oui, j'espère, sans trop y croire non plus, mais sans penser que ça n'arrivera pas. Tu te réfugies dans l'indifférence, ta meilleure protection. Peu importe, dis-tu, peu importe. Mais qu'est-ce qui importe alors? Je dépose quelques baisers sur ta tempe, tu souris de plaisir. Je passe ma main dans tes cheveux, comme on fait pour apaiser un enfant. Puis je me lève, j'avance jusqu'au bout du couloir. J'enfile mes chaussures et mon grand manteau noir, j'enfonce ma casquette sur la tête et je serre mon écharpe autour du cou. Je mets mon sac en bandoulière, j'embrasse ma mère, j'ouvre la porte d'entrée. Je descends les étages, 1 étage, 2 étages, je traverse le hall, j'ouvre la porte et je pars. Je marche. Je dois aller prendre le train, mais je vais dans la direction opposée. Le trottoir est tout blanc. Je lève les yeux vers les lampadaires hivernaux et je découvre des petites taches blanches qui tombent avec grâce, des flocons sur mes bras, sur mes épaules, des flocons sur ma joue. On pourra croire que je ne pleure pas. On pourra croire que c'est la neige qui a glacé mes joues et mouillé mes yeux. C'est la neige qui me fait trembler de froid. Je grelotte et je marche, le parc est fermé. Les arbres derrière la grille sont blancs. Il a dû neiger toute la nuit pendant que mon père dormait comme un bébé. Sa dernière nuit à la maison et les flocons de neige dans la nuit de janvier. L'année ne fait que commencer et je voudrais que rien ne s'arrête, jamais. Ni l'année, ni la neige, ni le bon sommeil de mon père. Merci Raphaël. Adèle Vendrette, vous partez du principe qu'écrire ce qui s'est passé, la disparition, la maladie, la disparition, est une défaite annoncée. Et pourtant, vous écrivez. Vous écrivez même à un moment, je retourne à ce livre comme on retrouve son doudou. Un doudou, c'est un objet transitionnel. Est-ce que ce livre, est-ce que l'écriture est un objet transitionnel? Est-ce qu'inconsolable est un processus qui va vous permettre de vous placer entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, et de trouver votre place? Merci pour cette question et merci à vous d'être là pour cette rencontre. Parmi tout ce qui s'offre à vous, merci de venir vous réfugier dans cet endroit et merci pour cette très belle lecture.
Je suis ravie d'être avec Brigitte Giraud aujourd'hui. Voilà, je tenais à le dire. L'écriture est une défaite, oui. En tout cas, l'écriture de ce livre. Parce que je sais au moment où j'écris que les mots seront absolument impuissants. C'est une vaste question de savoir pourquoi on écrit, à quoi sert la littérature et s'il y a une puissance de l'écriture ou non. Et chaque écrivain aura une réponse différente et chaque lecteur aura une réponse différente. Ce qui est sûr, pour répondre plus précisément à votre question, sur l'objet transitionnel, c'est intéressant, c'est que l'écriture n'a pas chez moi de vocation thérapeutique. Je n'écris pas pour aller mieux parce que je dis d'emblée de toute façon que, vu le sujet du livre, je sais très bien que je ne vais pas, dans un temps imminent forcément, essayer de chercher une sorte de réconfort et que de toute façon, de mon côté, je ne me suis jamais tournée vers la littérature ou vers la philosophie pour aller mieux. Et je cherche à évacuer d'emblée cette question. Et c'est pour ça que la première phrase est celle-ci, « J'entre ici en perdante ». Quand on écrit sur la mort, on sait très bien que ce qui fait le sel et l'enjeu numéro 1 de l'écriture, à savoir la nécessité de trouver le mot juste pour nommer ce qui est, c'est une tâche que l'on ne parviendra pas à combler, à accomplir, puisque la mort est par définition cet objet insaisissable. On ne sait pas ce qu'est la mort. Une fois qu'on a dit le mot mort, qu'on peine souvent à dire, bien souvent on emploie d'autres expressions, on dit il est parti. Mais il est parti, ça veut dire qu'il va revenir, il nous a quittés, là aussi, ou il n'est plus, ou, voilà, et on a du mal à dire le mot mort. Et une fois qu'on le dit, on n'a rien dit, tellement la réalité de la mort nous est inaccessible, puisque par définition, la mort, on peut, quand on en fait l'expérience chez quelqu'un d'autre, ça n'est pas nous, donc on ne sait pas ce qu'il vit. Donc l'échec sans doute inhérent à la littérature, je crois, l'échec de trouver absolument le mot juste pour ressaisir ce qu'est le réel, qui est aussi ce qui nous fait écrire, parce que si on arrivait à nommer le réel, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de le nommer, puisqu'il serait absolument évident, se redouble quand on écrit sur la mort. Alors oui, pourquoi écrire? Il faut mesurer que dans ce type d'expérience, l'écriture, bien souvent, est tout ce qu'il reste, au fond. La mort de quelqu'un qu'on aime, la mort d'un être cher, que ce soit un compagnon, un père, quelqu'un dont on est très proche, crée un vide qui est plutôt de l'ordre du gouffre abyssal. Une place vacante. C'est bien plus que ça. Voilà, une place vacante, c'est vrai, mais place vacante à quelque chose de neutre, de descriptif. Dans gouffre, on entend presque le gouffre nous appelle. Il y a quelque chose qui peut nous aimanter vers le bas. Et si, selon comment on va, et selon notre psychologie, on peut être tenté de plonger, et parce qu'on sait qu'on n'aura pas la force d'y résister, ou bien justement de se dire pas encore tout de suite. Et l'écriture est une ressource pour tenter de rester du côté du vivant, même si c'est une défaite. Rater, parce qu'on peut, et là aussi je le dis d'emblée, rater, c'est-à-dire ne pas réussir à trouver les mots justes pour décrire ce qui est, c'est encore écrire, et donc c'est encore vivre. Et puis on peut essayer de bien rater. Hein, c'est ce que dit Beckett. Rater, mais rater encore, et rater mieux. Il y a toute une esthétique de l'échec qui a l'avantage d'autoriser à écrire, puisque si on n'essaye pas de réussir, du coup on n'a rien à perdre, donc on peut tout à fait y aller. Et c'est exactement la tonalité de ce livre-là. Et puis je crois que c'est aussi une manière d'explorer ce registre de l'existence qu'on met peu en avant, qui est l'existence qui a fait l'expérience d'une fin imminente, qui, dans le cas du livre, en plus, fait l'expérience de l'imminence d'une vie qui s'apprête à naître. Et puis la personne qui écrit, c'est celle qui est entre les deux. Dans cette existence, pour le coup, qui semble être une transition entre un dernier souffle et un premier souffle, et qui fait avec ce qu'elle a, avec les ressources qui sont à disposition. Donc les mots ne consoleront pas, ne feront pas aller mieux, mais c'est tout ce qu'on a, et surtout, ils aideront sans doute à se sentir moins seuls. Et ça, c'est déjà énorme, et c'est sans doute un des pouvoirs de la littérature. Vos livres sont écrits chacune dans une temporalité complètement différente. J'ai envie de dire que ce que vous avez, le livre à présent que vous avez publié il y a 20 ans, suite à la mort, c'était très immédiat de votre compagnon. Et aujourd'hui, 20 ans après, donc, les mots forcément sont très différents. Adèle Van Rett, votre livre est écrit dans l'immédiateté. Je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs qui convient. Comment est-ce que, je ne sais pas si vous vous êtes lu, mais comment regardez-vous finalement justement ce travail d'écriture entre maintenant et 20 ans plus tard?
enfin, entre le choc de ce qui est en train, de l'état que vous traversez, et le choc digéré, non digéré, j'en sais rien. Comment on écrit tout ça? Je vous laisse... Alors peut-être qu'il ne s'agit pas de savoir si les choses sont digérées ou pas. J'ai l'impression que le rapport au deuil nécessite une métamorphose absolue des êtres qui vont être les survivants. Bon, après, la question du deuil, c'est quelque chose de très complexe et de très différent selon le type de deuil, selon le type de personne, selon le lien qu'on avait à la personne. Donc je pense que c'est impossible d'en parler dans sa globalité. Dans mon cas, écrire 20 ans après, c'était vraiment pour regarder ce qu'est l'existence et ce qui peut conduire à un accident dans le trivial de nos existences. C'est vraiment, Vivre vite est vraiment un livre qui pose la question finalement du rapport au destin, c'est-à-dire est-ce que c'était écrit, le rapport au mektoub, ce mot arabe qui veut dire c'était écrit, ou le fatoum, est-ce que c'était écrit, puisque quand je regarde de près l'enchaînement de ces 23 petits chapitres, c'est comme 23 pièces d'un puzzle qui s'emboîtent de façon totalement vertigineuse et sidérante, et tout en sachant que si une seule des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, le coup de fil pas passé, l'aller-retour à Paris pas décalé, le promoteur, etc., enfin, le constructeur de la moto, s'il y a toute petite chose qui bouge, l'accident ne peut pas avoir lieu. Donc ça, c'est totalement sidérant de regarder cela de près. Et puis de l'autre côté, il y a un autre concept dont je parlais tout à l'heure, que je regarde aussi, c'est le fameux hasard. Le hasard, c'est un autre mot qui vient de l'arabe, ça veut dire jeu de dés en arabe. Donc nos vies se déroulent entre ce qui peut être le hasard, ce qui peut être le destin, et puis il y a un troisième concept qui est extrêmement, pour le coup, déterminant, puisque c'est le déterminisme. Et Vivre vite essaye de regarder qu'est-ce qui détermine nos trajectoires et qu'est-ce qui va déterminer nos vies. Le déterminisme social, le déterminisme historique, politique, l'endroit où on vit, l'endroit d'où l'on vient, le type de parents qu'on a eu, etc. C'est-à-dire de quoi sommes-nous le fruit et à quel type d'articulation avons-nous affaire. Et c'est vraiment... Alors évidemment, c'est un livre qui a un lien avec le deuil, avec l'absence. Et si j'ai attendu 20 ans, c'est qu'il fallait que je sois aussi sortie du chaos pour avoir retrouvé une pleine énergie mentale et physique pour pouvoir me m'atteler à l'écriture, parce que ça demande une telle énergie et une telle justesse et rigueur et sur le temps qu'il faut évidemment être sorti du chaos. Oui, vous disiez, d'ailleurs tout à l'heure, vous disiez, j'ai mis 20 ans à le faire, je ne voulais pas le rater. Oui, c'est le livre le plus important de mon existence, donc je ne voulais pas passer à côté. Et je voulais... En fait, c'est une vaste enquête qui est menée à la fois de façon intime, mais aussi collective, mais aussi beaucoup plus large, beaucoup plus politique au sens large, ou également sociologique. C'est un roman qui nous regarde vivre à la fin du XXe siècle et les années qui ont suivi. Donc il s'est passé énormément de choses. C'est avant le grand saut dans le tout numérique. On est dans un lien à la technologie, on est dans un lien à la gentrification. C'est l'histoire aussi d'un changement de classe sociale. Bon, c'est présent dans énormément de romans de littérature française et étrangère, ce transfert de classe. Donc tout cela est à l'œuvre dans le livre parce que tout a son importance. Et si j'avais peur de rater ce livre, c'est que je savais que ces enquêtes-là devaient faire émerger des vérités. Et la vérité est quelque chose qui fait peur. Il faut être capable de regarder des vérités qui vous concernent. Il y a tout un tas de vérités qui me concernent moi, certaines actions que j'ai faites, certaines actions que je n'ai pas faites, que j'aurais dû faire, et tout ça a une forme de responsabilité. Donc c'est un livre qui questionne aussi les responsabilités, pas forcément ce qui est de l'ordre de la culpabilité, mais tout cela parle de la famille, du couple, des vacances, de comment on circule dans une ville, parle de la vie quotidienne. Donc, du néolibéralisme. Et du néolibéralisme, évidemment, complètement intriqué dans les vies. Qui a son importance, voilà. Et qui est un des grands responsables aussi de l'accident. Adèle Van Rett, vous avez écrit à chaud, donc. Est-ce que
vous imaginez écrire ce livre dans 20 ans, inconsolable? Non, mais j'adore cette idée justement d'imaginer, et je comprends tout à fait qu'on puisse ressentir cette envie ou ce besoin 20 ans après de se dire quel livre est-ce que j'écrirais aujourd'hui, justement, alors que l'événement est plus à distance. Et j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée. Vous demandez est-ce qu'on s'est lu, évidemment. Enfin, c'est évident. Et j'avais lu le livre de Brigitte Giraud dès sa sortie. Et je suis... alors, au-delà du thème qui fait qu'on tente toutes deux d'essayer de trouver les mots pour décrire ce qui se passe ou ce qui s'est passé et ce que ça nous fait, une chose que j'adore dans le livre de Brigitte, c'est justement l'émission de la vie quotidienne et des effets que la mort peut avoir sur cette vie quotidienne. La vie ordinaire est un thème qui m'obsède et mon premier livre porte ce titre et est une enquête, justement, et vous avez beaucoup prononcé ce mot d'enquête. C'est exactement ça. Et je trouve que rien n'est plus stimulant pour la pensée, finalement, que d'essayer de faire se rencontrer l'innommable, l'indicible, et ce qu'on considère, je crois à tort, comme étant le trivial, les petites choses, le domestique. Pardon ? L'ordinaire. L'ordinaire, c'est ça, qui, tel que je le conçois en tout cas, n'est pas du tout le familier ou ce qu'on connaît très bien. Je crois qu'au contraire, parce qu'on croit tellement le connaître, qu'au fond, on n'y met jamais notre nez et on omet la dimension d'étrangeté qui se trouve au sein de l'ordinaire. Et au fond, la mort vient remettre tout ça en perspective. Et on se dit, et c'est pour ça que dans le livre, certes, écrit à vif, et puis enfin, pas complètement, mais en tout cas peu de temps après la mort de mon père, mais j'ai essayé de travailler un dispositif, justement, parce que ça reste un livre, c'est pas un journal intime, il y a une structure, même quand on travaille sur cet effet à vif. Hein. Donc c'est pour ça que le livre court sur une année, voilà, sur 4 saisons, puis le retour de la première saison, à savoir l'hiver, qui clôt le livre et qui permet de mesurer ce qui s'est passé en une année. Ce livre intègre aussi beaucoup de scènes de la vie ordinaire, de cette narratrice qui est enceinte. Il faut vous parler de ce chat qui est quand même... Alors ce chat qui est vraiment, pour moi, c'est le personnage burlesque du livre. Absolument. Parce que je me disais quand même, on ne peut pas imposer ça à un lecteur pendant 200 pages, donc il faut quand même qu'il y ait un moment où il sourit un peu. Il est très important, la vie est burlesque aussi. Et alors, voilà, c'est ça. En fait, le chat, pour le dire en 2 mots, c'est un matin, donc la narratrice, c'est au début du livre, donc le père est en fin de vie, il est en toute fin de vie. Elle ouvre la porte, elle voit son compagnon, ses enfants, ses beaux-enfants, qui sont tous là, réunis, et qui lui disent « Tiens, on t'a offert un chat ». Puis elle regarde le chat, très mignon, mais elle n'a aucune envie d'avoir un chat. Un chaton, hein. Un petit chaton très mignon, une petite boule de poil qui demande qu'à être caressé, embrassé, nourri. Mais alors, c'est elle s'en fout. Le dernier de ses soucis à ce moment-là. Donc, elle se trouve un peu coincée. Elle se dit, bon, ils m'ont fait un chat dans le dos. Maintenant, il va bien falloir que je m'en occupe, alors que tout son esprit est complètement happé par la fin de vie de son père, qui en plus se déroule à l'autre bout de la France. Donc, elle est à la fois obsédée par ça et éloignée de ça. Et au fond, le personnage du chat, le chat revient à plusieurs reprises dans le livre, comme toujours de manière agaçante. Vraiment, elle n'arrive à lui faire aucune place parce que son arrivée est précédée d'aucun désir. Mais en même temps, c'est toujours comme si c'était la vie ordinaire qui était l'aiguillon qui allait lui permettre de tenir bon. Quand il l'empêche, quand il vient se coucher à sa place dans son lit, quand il s'arrange pour la déranger, oui. Finalement, c'est tout ce côté de dérangement, d'inconfort, de non-désir qui la ramène résolument du côté de la vie. Et ça, je voulais essayer de le montrer à travers des scènes. Je crois que c'est l'humour, bien souvent, qui peut sauver dans ces cas-là, et de faire de cette situation, de cette autre situation imposée, qui paraît complètement triviale. On ne peut pas comparer la fin de vie d'un père avec un chat qui arrive chez nous et qu'on n'a pas choisi. Pourtant, les deux situations sont imposées. Alors, comment est-ce que l'une va aider l'autre ou comment les deux vont-elles se court-circuiter? Ça devient un enjeu narratif assez exaltant, en fait. Est-ce que, toutes les deux, j'ai l'impression également que vous vous tenez levée toute droite contre l'idéologie de l'époque qui est résumée dans quelques mots ou expressions qui sont la résilience, faire son deuil, tourner la page. Vos livres, à toutes deux, on en tourne les pages avec bonheur, mais dans quelle mesure... Donc Brigitte Giraud, vous avez mis 20 ans à écrire ce livre afin qu'il soit à la hauteur de l'événement. Ça, c'est quelque chose que vous dites. Et vous, Adèle Van Rett, vous accrochez pour faire un livre qui tienne debout et vous affirmez et réaffirmez que donc vous êtes inconsolable et vous êtes, comme en psychanalyse, souvent dans l'épuisement. En psychanalyse, on parle de l'épuisement de la cure, vous êtes dans l'épuisement du chagrin. Donc l'espèce de
d'injonction à la résilience, comment réagissez-vous à ça? Parce que vos livres sont le message de non, on n'est pas là-dedans. Qu'en pensez-vous? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le rapport au deuil, faire son deuil, la résilience. Il y a beaucoup de manuels de psychologie ou de développement personnel qui donnent les 5 ou 6 ou 7 étapes et qui proposent voilà, une méthode pour faire son deuil. En général, au bout d'1 an et demi, 2 ans, il est grand temps quand même d'avoir digéré ça. Sinon, ce serait ce qu'on appelle aujourd'hui les deuils pathologiques, donc ça c'est sidérant. Et moi c'est vrai que j'ai mis aussi beaucoup de temps à écrire le livre parce que, je le dis au début, parce que je n'osais pas, je me disais je ne sais pas comment. Parce qu'en fait, les amis, les proches, très vite, ne vous en parlent plus, ne vous en parlent pas, parce que c'est très difficile d'en parler. Adèle parlait du langage, le mot mort qu'on n'utilise pas, il y a tout un tas de métaphores pour adoucir la chose. Et puis très vite, ce qui s'est passé, la violence d'un accident, la disparition d'un homme qui a 41 ans, qui est père d'un enfant, etc. Très vite, c'est très compliqué de continuer à trouver la bonne façon d'en parler. Et moi, je sais qu'il y a une amie qui m'a dit, une amie très proche, très chère, vraiment une amie qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, enfin, avant qu'elle sache que j'écrivais le livre, elle m'a dit mais est-ce qu'il t'arrive encore d'y penser? D'y penser, la phrase aurait peut-être plutôt dû être est-ce qu'il t'arrive parfois de ne pas y penser? Mais c'est pas parce que la résilience n'est pas quelque chose qui s'acquiert de façon automatique rapidement que la vie ne permet pas de faire autre chose. Moi, entre le moment de l'accident et l'écriture de ce livre-là, j'ai écrit une dizaine d'autres livres. J'ai intercalé tout un tas d'autres livres qui mettaient en scène tout un tas de choses relativement proches, mais très distordues, des réalités distordues, prises en charge par des personnages, où il se passait tout un tas de choses, avec cela dans la tête de façon toujours très, très précise. Donc le rapport au temps est quelque chose qui permet aussi de reprendre possession. Moi, je suis très proche de ce que vient de dire Adèle sur la question de l'écriture qui serait une thérapie. Alors ça, c'est absolument, pour moi, ça n'existe pas et c'est vraiment, ça n'a même pas ça n'a aucun sens. Pour autant, l'écriture a une vertu, c'est qu'elle permet de reprendre une forme de domination. Quand un accident arrive dans l'existence, quand une mort non logique déboule de cette façon, vous êtes soumis, vous êtes dans un rapport de soumission à la réalité. Soumission, domination. Vous êtes dominé par l'événement. Et vous êtes dominé aussi par le récit qu'en font les autres. Des récits qui vous paraissent totalement sidérants. Que ce soit la personne des pompes funèbres, que ce soit la personne de l'hôpital, que ce soit le chirurgien, que ce soit votre mère, que ce soit je ne sais qui. Voilà. Et l'écriture a cette vertu de faire en sorte que vous puissiez reprendre la main sur la réalité, parce que là, vous allez choisir quelque chose. Le choix que vous allez faire, c'est quels sont les mots que vous allez assembler les uns avec les autres pour donner une version qui est votre version. Et il est important, quand le temps a passé, que vous ayez repris aussi la possibilité de l'ironie, de l'humour, une façon aussi possiblement de vous moquer de vous-même, de vous regarder agir et de voir ce qui peut être pathétique, ce qui peut être à côté de la plaque. C'est pour ça que le temps a ces vertus-là aussi. Adèle Vendresse, la résilience et la vertu du temps qui passe. Oui, alors pour rebondir sur l'idée du refus de l'injonction à la résilience, en tout cas le titre l'affirme d'emblée, en effet c'est contre une certaine injonction à la consolation, dont il faut bien comprendre que bien souvent elle vient de l'extérieur. Et vous le disiez très justement, et ce que Brigitte j'y reviens de dire, c'est ça, c'est qu'au fond c'est quand même très difficile pour les gens qui nous entourent. Parce qu'on ne sait jamais quel mot prononcer, on ne sait jamais s'il faut en parler ou pas, on est toujours un peu maladroit. Et bien souvent cette consolation, c'est l'entourage en fait qui la propose, parce qu'on a quand même envie aussi, on va peut-être essayer de passer à autre chose et puis on se sent utile si on peut consoler. Et donc les mots sont là aussi pour essayer de dire, on va essayer de réconforter, parce qu'au fond tout le monde est absolument impuissant face à cette situation. Et cette impuissance, elle est insupportable. C'est pour ça que l'écriture en effet est sans doute une manière de reprendre la main, comme vous le disiez très justement. C'est aussi une manière de
de se dire, comment dire, si on part du principe que, et c'est ce que je crois, parce que je ne crois pas qu'il y ait de destin, qu'il y ait un sens préécrit, ni qu'il y ait une vie après la mort. Donc la mort, en l'occurrence la mort de mon père, n'est saisie par aucun sens. C'est une absurdité totale, c'est d'une gratuité, d'une inutilité. On ne peut rien en faire. Et je suis résolument contre les discours qui me feraient croire autrement. Alors bien sûr, certains diraient, oui, mais alors du coup, tu t'exposes encore plus, tu ne te protèges pas. Peut-être, mais je ne trouve aucune protection dans le déni, disons. Voilà, pour le dire très clairement. Mais le fait de pouvoir mettre les mots dessus, c'est aussi une manière de se dire, ce que je suis en train de vivre, cette douleur, cette tristesse, ce chagrin, on peut trouver tous les mots qu'il faut pour décrire l'épreuve qu'est la perte de quelqu'un, eh bien, si je peux en faire quelque chose, ça la rend un tout petit peu moins inutile. Ça ne lui donne pas du sens, parce que je pense que ça n'en a pas. Ça l'inscrit dans un récit, dans une narration. Dans le meilleur des cas, ça peut être fécond pour la réflexion. Et je dois dire, et le livre est né de ça, que le moment où je me suis dit, mais au fond, pouvoir trouver intéressante la douleur et la tristesse qui m'assaillent, c'est sans doute là la meilleure des ressources. Parce qu'alors je peux avancer. Si c'est intéressant, c'est que ça me questionne, c'est qu'il y a une réflexion qui va naître, et ben donnons le jour à cette réflexion. Et ça a donné Inconsolable, qui est un concept que je propose, qui est une hypothèse de pensée, qui pose que nous sommes tous sans doute par nature inconsolables, indépendamment des expériences que nous faisons, et que ce n'est pas forcément un drame. Voilà. On peut bien vivre aussi avec cette tristesse. Et partir de ce postulat, c'est-à-dire la donnée de... Alors vous dites de l'inconsolable, est-ce qu'on a envie de dire aussi de l'inconsolabilité? C'est comme si cela justement, certains cherchent les signes pour survivre, pour traquer les signes, traquer des... Voilà, le langage des morts dans le réel. Et on a l'impression, à vous lire, que le fait que nous soyons ontologiquement, par essence, inconsolables, finalement, ça allège la peine. Est-ce que Alors, je ne sais pas si ça... Non, parce qu'en fait, ce sont deux peines différentes. C'est-à-dire qu'il y a le caractère inconsolable, vous le dites, ontologique, anthropologique, c'est-à-dire que je pense que nous naissons tous avec un sentiment de manque, avec une perte, avec une brisure, quelque chose qui fait que nous allons passer notre vie à chercher une consolation ultime que nous ne trouverons pas. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des consolations, qu'il n'existe pas du réconfort, mais je pense, et je mène l'enquête là aussi dans le livre, et j'émets l'hypothèse que peut-être ce caractère inconsolable qui fait que parfois, indépendamment du drame, du deuil, de la mort, etc., nous pouvons, mais même dès l'enfance, connaître des situations dans lesquelles on sent qu'il manque quelque chose. Il y a une tristesse qui s'empare de nous et on ne sait pas pourquoi. Et on attend des bras qui viennent nous consoler, c'est jamais vraiment les bons bras. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sensation-là qu'on peut appeler la mélancolie ou la tristesse diffuse, si on part du principe qu'elle est originaire, parce qu'au fond, c'est peut-être l'absence d'éternité, le fait que nous allions mourir, au fond, qui peut nous rendre inconsolables. Ben, nous avons appris à vivre avec cela. Certains s'en remettent, d'autres pas d'ailleurs. On a chacun un rapport différent avec notre propre mort. Généralement, on évite d'en parler parce que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Même si ce caractère inconfortable de l'inconsolable, à mon avis, est une chance. Et c'est sans doute ce qui nous fait écrire, ce qui nous fait lire, etc. Ce caractère inconsolable originaire est très différent du drame, disons, objectif. Perdre quelqu'un qu'on aime, on connaît la cause de sa tristesse, on connaît la cause de son chagrin. Et donc, l'un ne nous a pas préparés pour l'autre. C'est d'ailleurs la question que je pose, c'est est-ce que l'un repose de l'autre finalement? Quelle est la différence? Dans le deuxième cas, on connaît la cause. La belle affaire, ça ne nous rend pas moins tristes. Peut-être que ça atténue l'espèce de mélancolie originaire, parce qu'on se dit, mais... j'ai une bonne raison pour... Oui, ou plutôt d'avoir vécu de manière si proche ce que l'on redoute, ben en fait, paradoxalement, ça peut aussi permettre d'avancer sans être lesté par cette peur-là. Je ne suis pas en train de justifier, parce que c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut vivre ça pour bien vivre, ce serait vraiment l'inverse de ce que j'essaie de dire. J'essaie d'expliquer qu'il y a une manière nourricière d'aborder l'expérience quand on s'en sent capable, et là encore selon le tempérament, selon les tournures d'esprit, mais que finalement la douleur peut parfois être source de réflexion, voire même d'enseignement. Et de transformation. Et de transformation. De soi. Brigitte Giraud, Adèle Vendrette, Brigitte Giraud, qu'est-ce que cette tragédie, cet accident en moto qui a
coûté la vie à votre compagnon et qui a coupé votre existence, qui vous a coupé en deux, ce sont les mots que vous avez employés. Est-ce que vous êtes inconsolable? Est-ce que vous partagez cette idée que développe Adèle Van Rett finalement de cet inconsolable qui est partie inhérente de la condition humaine, un peu? Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes sortes de morts et différentes sortes de deuil. Et évidemment qu'il y a de l'inconsolable dans le fait de perdre l'homme de sa vie quand celui-ci a 41 ans et que c'est à l'aube d'emménager dans une nouvelle maison, que ce dernier a un petit garçon de 8 ans et que, évidemment, que c'est... Je retire très peu de choses, entre guillemets, positives de cette expérience-là. Pour autant, le fait d'être 20 ans après, et cela est vraiment déterminant dans la raison d'être du livre, ça me permet de comprendre tout un tas de choses en menant tous ces types d'enquêtes que je n'aurais pas approchées, évidemment, si je n'avais pas traversé cette expérience. Il y a un élément qui est extrêmement important dans cette histoire, c'est cette moto, ce qui m'a fait écrire aussi. Il s'agit d'une moto qui n'aurait jamais dû être là, qui n'aurait pas dû être dans ce garage, qui n'aurait pas dû exister. Qui n'aurait pas dû être commercialisé. Alors, le garage n'aurait pas dû être là, la moto n'aurait pas dû être dans le garage, la personne qui a prêté la moto n'aurait pas dû ne pas être en vacances à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai besoin, moi, de faire une enquête très large pour voir si c'était écrit, parce que la lisibilité de l'événement et l'enchaînement du cours des choses est totalement est assez sidérant. Mais il se trouve que cette moto, en regardant de très près, c'est une 900 Honda CBR Fireblade, ce qui veut dire lame de feu, qui était fabriquée au Japon, bien évidemment, mais pays dans lequel elle était interdite parce que jugée trop dangereuse et réservée à l'exportation vers l'Europe, et notamment la France. Donc ça fait partie des 23 chapitres. Là, c'est un des gros chapitres. Il y a le chapitre qui parle de la maison que je n'aurais jamais dû acheter parce que c'était une maison qui n'était pas à vendre et dont je suis responsable de l'achat, mais là, je ne vais pas en dire davantage. Il y a au milieu le fameux coup de fil très important que j'étais censée passer, que je ne passe pas lors de mon aller-retour à Paris, qui est un des chapitres importants. Et puis l'autre chapitre très important, c'est ce constructeur japonais qui... Tadao Baba. Le constructeur japonais, c'est Honda, et qui fait appel à son ingénieur, un fabuleux ingénieur qui s'appelle Tadao Baba, qui est un héros au Japon, qui a construit ce modèle de moteur en travaillant de façon extrêmement merveilleuse et scientifique, et voilà, en accomplissant ce que peut accomplir de mieux un ingénieur. Donc je me suis passionnée pour cet ingénieur qui n'est responsable de rien, si ce n'est d'avoir admirablement bien fait son travail. Le problème après, c'est l'exportation, l'importation, l'Union européenne, les traités de libre-échange, c'est ce qui s'appelle la mondialisation, ce qui s'appelle les échanges commerciaux et le libéralisme. C'est vraiment un livre qui regarde aussi de très près qu'est-ce que c'est que cette folie. Bon, il y a des gens qui ont ingéré du glyphosate, il y a des gens qui ont été irradiés pendant leur service militaire en Algérie, il y a des gens qui... Voilà, il y a beaucoup de personnes dont le destin a été frappé par... une façon dont les États ou dont des décisions ont été prises et dont ils sont les victimes, avec ou sans guillemets. Donc c'est aussi un livre qui regarde de très près cette chose-là. Et ça fait partie des choses qui m'ont été... que je n'aurais pas... Évidemment, je ne serais pas allée regarder de près ce qui se passait au Japon si l'accident n'avait pas eu lieu. Et sinon, une chose extrêmement importante... Je réponds de façon un peu désordonnée, mais la question est suffisamment large et intense pour qu'on puisse y entrer par plusieurs biais. Ce que m'a permis, en fait, l'écriture de ce livre et l'expérience au sens plus large, c'est de me rendre compte d'une chose qui aujourd'hui me saute aux yeux. C'est qu'en fait, il y a différentes sortes de morts, différentes sortes de deuil, comme je le disais, et il y en a certaines qui sont liées à des morts collectives.
parce qu'il y a des événements dans lesquels plusieurs personnes vont trouver la mort en même temps, comme des bombardements, comme des guerres, comme des attentats. Et puis, ce qui veut dire que face à ces événements-là, il y a une communauté. Il y a une communauté de personnes qui va souffrir de quelque chose, par exemple le 11 septembre. Ça veut dire qu'ensuite, il y aura enquête, il y aura procès, il y aura tentative de compréhension d'une société tout entière ou d'un groupe de personnes. Il y aura ensuite ce qu'on appelle le lien à la mémoire et le fait de rendre mémoire, la commémoration, merci, c'est le mot qui m'échappait. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se partager avec des guillemets, mais il peut y avoir du sens vis-à-vis de l'histoire avec un grand H, même si ce sens est terrifiant et atroce. Mais on peut avoir une compréhension du monde qui, à un moment, va passer par cette chose terrifiante qui peut s'appeler la guerre. Et puis, de l'autre côté, il y a des morts qui sont des morts qui n'ont pas de sens. Un accident, glissé sur une peau de banane, la chose vraiment qui est un peu ridicule, qui est un peu étriquée, et qui met ceux qui restent face à un isolement. Et cet isolement-là est quelque chose de totalement qui questionne pendant des années. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, en plus, ça ne va pas. Et ce livre, l'écriture de Vivre vite, m'a permis inconsciemment de chercher des partenaires. C'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, que ce livre est une recherche de partenaires. L'accident a lieu, par exemple, devant l'hôtel Reine Astrid à Lyon, l'hôtel 5 étoiles Reine Astrid à Lyon, et je passais devant cet hôtel plusieurs fois par semaine. C'est l'avenue qui va jusqu'à la gare. Et je ne savais pas qui était la Reine Astrid. Dès que j'enquête, et mon enquête me permet de voir que la Reine Astrid est morte elle-même dans un accident de voiture à 23 ans, conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique, etc. Ensuite, il y a Paco Rabanne qui est là, c'est l'année de l'éclipse. Ensuite, il y a Stephen King. Ensuite, et finalement, le livre est une galerie de portraits de tout un tas de personnes qui peuvent, après coup, dont je me rends compte après coup, qu'elles peuvent représenter cette communauté qui m'a tant fait défaut. Mais c'était vraiment inconscient. Et c'est une façon de créer une communauté, oui. Adèle Van Vret. Je rejoins tout à fait cette lecture-là, enfin cette compréhension-là de l'écriture et donc de la lecture. Vous avez employé le mot de partenaire. Moi, j'aime bien celui de compagnon, de compagnonnage. Parce qu'au fond, cette solitude que vous décrivez, rien ne vient la dissiper. Mais on trouve du réconfort d'être seul avec d'autres et d'être seul même au milieu des autres, au fond. Et que sans doute la tentative d'écriture, comme le fait de lire, ces livres et pour moi de lire d'autres livres, je le disais au début de notre rencontre, j'y suis jamais allée pour me faire du bien ou aller mieux ou autre, mais peut-être pour me sentir un peu moins seule. Et je crois que comme le sujet de nos livres est commun avec des expériences très différentes, et vous avez raison de le rappeler, on ne peut pas, enfin, il n'y a aucune théorie dans ce qu'on dit dans nos livres de toute façon, on ne part que de notre expérience, et c'est pas du tout la même expérience. Mais l'élan est sans doute aussi, celui-ci est sans doute inconscient, d'essayer de créer un lien avec d'autres personnes qui vont nous lire et qui feront qu'elles-mêmes aussi se sentiront moins seules, et nous, on le sera aussi. Donc cette solitude-là, on n'y peut rien, mais on peut l'entourer. Et je crois que les livres sont des compagnons. C'est vraiment des personnages qui nous accompagnent. Et c'est comme ça que je fais intervenir les personnages dans le livre, d'ailleurs, que ce soit des philosophes, un chat ou Keith Jarrett. Ce sont des personnages, ce sont des compagnons, et qui sont là, qui sont à côté, et qui sont impuissants. Mais c'est déjà énorme, en fait. Leur simple présence, la simple compagnie d'autres âmes seules est très précieuse. Je vous remercie beaucoup d'aider la transition, enfin de m'aider à conclure, et ça fait partie des questions que je voulais vous poser. C'est donc quelles traces aimeriez-vous laisser chez vos lecteurs, chez les gens qui sont ici? Pas la trace, enfin, que peut apporter ce livre? Justement, un compagnonnage. On écrit pour être lu, et un livre comme ça qui est si intime. Un livre comme ça, vos deux livres sont si intimes, même s'ils ont une portée collective, parce qu'on est tous un jour confrontés à la mort. Qu'est-ce que les gens qui sont dans cette salle, vous aimeriez qu'ils y trouvent en 3 mots, 4 mots, 5 mots max, parce qu'on va se faire sortir de la salle. Ouais. Moi, je ne peux pas dire parce que j'y pense pas du tout quand j'écris, mais pour autant, je me rends compte aujourd'hui que ce livre est aussi le portrait d'un homme.
que je n'ai jamais autant regardé que depuis qu'il n'est plus là, finalement. C'est un des paradoxes, un des nombreux paradoxes que met en scène ce livre. Et je me rends compte que j'ai écrit un roman d'amour et je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire un livre d'amour. Et je crois que j'ai pu le faire parce que je n'en avais pas conscience. Mais ça ne dit pas pour autant ce que j'espère du lecteur. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. On aime lire les romans d'amour. Adèle Van Rett? J'espère que... Enfin, ce ne serait pas à moi de vendre mon livre. Je pense qu'il faut demander à mon éditeur. Je ne vous demande pas de le vendre. Mais je souhaiterais que le lecteur puisse y trouver le goût pour le réel. Ok. Le goût pour le réel. Merci Adèle Van Rett, merci à vous, Brigitte Giraud, merci Raphaël.